est parfaitement 17 heures. Je suis assez impressionné par l'organisation. Bravo Vincent, bravo à toute l'équipe. Je m'appelle Christian Gaudier et c'est moi qui vais animer la séance qui va suivre. Elle va se dérouler en 1 heure en anglais. Donc, puisque Daron ne parle pas français, Daron Acemoglu ne parle pas français, donc la séance va, malgré qu'il y ait 2 Français et un anglophone, on va tous les 3 parler anglais, les 2 premiers avec un anglais un petit peu avec un accent, et puis l'autre sera parfait. Donc, vous avez en haut, si je comprends bien, voilà, des personnes qui peuvent vous distribuer des casques qui vous permettent d'accéder à une traduction simultanée de l'anglais, voilà. So let me switch to... Je voudrais donc commencer à parler en anglais. Tout d'abord, je voudrais présenter mes 2 panélistes. Je serai le modérateur. J'essaierai de ne pas intervenir trop. Et entre Philippe et Daron. Donc, Daron est un économiste de MIT et sa recherche s'intéresse à beaucoup de domaines. En macroéconomie, le développement économique et la théorie économique. Sa réputation va bien au-delà des cercles économiques parce qu'il a écrit des best-sellers, plus particulièrement l'un que je préfère en particulier, c'est le livre « Pourquoi ». Donc, l'un des livres que je préfère, c'est un livre qui s'intéresse plus particulièrement aux pays sous-développés, en voie de développement. Philippe serait peut-être plus qualifié, plus connu. Il vient du Collège de France et il a donc été capable d'organiser différents événements avec Harvard, où il a commencé sa carrière, et maintenant il est au Collège de France. Il a contribué à de nombreuses études sur la théorie économique et donc il a été plus particulièrement important pour la création de la théorie moderne concernant Schumpeter et la croissance. Donc, ce sont des amis, ils sont co-auteurs sur plusieurs thèmes. Et donc, il a été nominé pour le prix Nobel. J'espère qu'il l'aura. Donc, le thème, je ne me souviens pas du titre de l'événement. Donc, la technologie, la tradition, est-ce que le progrès va nous sauver? Donc, je suis très fasciné par la vidéo qui a été présentée par Bertrand Piccard. Bien sûr, c'est un techno-optimiste. Il a des solutions technologiques. Je suis très intéressé par son aspect sobre et au niveau de l'innovation. Et l'un des mots importants de Bertrand, c'est de dire que nous aurons besoin de temps pour développer cette technologie. Est-ce que nous avons ce temps pour le faire? Pour moi, c'est un problème important. Et comment pouvons-nous organiser? Comment vont-nous combiner cette idée que l'innovation est nécessaire pour la transition avec l'idée que la sobriété est importante également et qu'il faut agir immédiatement? Donc, car il y a quand même un grand problème c'est la transition qui va nous coûter cher. Jean Pisani-Ferry nous en a parlé ce matin. Il nous a donné des chiffres, c'est très clair, ça coûtera cher. Donc, on va doubler les coûts pour la production d'acier, pour les voitures électriques. Vous connaissez les faits. Vous savez que les voitures électriques sont plus chères dans leur ensemble une fois que vous prenez en compte le coût de l'investissement par rapport à une voiture thermique. C'est également difficile de décarboniser donc
ce qui nécessite des coûts de construction plus élevés, etc. Donc, compte tenu de tous ces coûts et des difficultés que nous avons à allouer ces coûts, à les répercuter sur les personnes, il y a donc un coût économique et social et politique. Il y a une acceptabilité de cette transition qui entre en jeu. C'est la raison pour laquelle les gens sont un peu réticents, ne veulent pas payer pour cette transition. Mais effectivement, le capitalisme vert, c'est l'organisation, la réorientation de processus d'innovation pour avoir ces technologies vertes qui vont générer de l'électricité et ou de l'énergie à un coût moins élevé que les énergies fossiles. Donc, afin de commencer cette discussion, j'ai demandé aux Daron et Philippe de discuter une autre dimension. Plutôt que de parler de l'hydrogène ou des voitures électriques, je voulais parler d'un autre thème important d'innovation. On voit beaucoup de progrès actuellement depuis 10 ans et c'est l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais tout d'abord traiter la question que je vais poser à Daron. Daron, vous êtes très intéressé par les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation du potentiel de cette technologie d'un point de vue économique et social? Et vous pouvez rester sur votre chaise et vous pouvez donc traiter cette question depuis l'endroit où vous vous trouvez actuellement, Daron. Oui, tout à fait. Merci. Merci, Christian. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Je vais vous parler en anglais. L'intelligence artificielle captive l'imagination publique. C'est bien évidemment, cela fera partie de notre vie, d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais que la plupart des grandes décisions sur l'intelligence artificielle sont devant nous, pas derrière nous. Et il faut en être très conscient. Ceci illustre en fait les problèmes clés qui sont présents et qui existent dans l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu des transitions, on peut parler du changement climatique, on peut parler de cette question, on peut aborder cette question plus longuement dans la discussion, mais il y a beaucoup de similitudes entre l'intelligence artificielle et la transition énergétique dans son ensemble. Donc, dans ce contexte, je voudrais simplement relever 6 points. Tout d'abord, je pense que l'intelligence artificielle, comme la transition énergétique, la direction de la technologie, c'est la clé. La technologie ne vient pas avec une préprogrammation, avec un livre qui vous dit qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière. La technologie dans son ensemble, ce n'est que le reflet collectif de la connaissance. Et ceci se distingue par sa malléabilité. Donc, cela vient avec un haut degré de choix. En d'autres termes, dans notre société, nous déléguons les pouvoirs pour prendre des décisions. Mais dans le contexte du changement climatique, la clé, c'est, par exemple, comment est-ce qu'on va utiliser notre connaissance collective? Est-ce qu'on va investir plus dans l'énergie fossile, par exemple, ou est-ce qu'on va créer des plans afin de géo-ingénierie, trouver une géo-ingénierie ou avoir des technologies qui sont des technologies renouvelables? Et ces choix ne sont pas technologiquement préordonnancés. Ce sont des choix socio-économiques et politiques. Un point très important ici, c'est ça, c'est que c'est un endroit où on doit véritablement voir, d'abord, quelles sont les idées contradictoires qui peuvent préexister à un âge où les réseaux sociaux et les forces sociales font en sorte que les gens deviennent extrêmes parce qu'ils adhèrent à un point de vue ou à un pôle. Donc, ces deux idées contradictoires sont les suivantes. L'une, c'est que le système du marché, avec des incitations pour les entrepreneurs, les sociétés, pour qu'elles commercialisent la technologie, ça c'est la clé. Mais elles ne vont pas être capables de faire des progrès technologiques aussi vite que prévu, sauf si vous mobilisez le système du marché. L'histoire nous le montre, et ceci est tout à fait logique d'un point de vue économique. Toutefois, il n'y a absolument rien au niveau de l'économie, au niveau de la théorie économique, qui nous dit que le marché
est bon et prend la direction technologique. Le marché, c'est fantastique pour choisir entre Apple ou Orange ou alors pour allouer donc des facteurs de production, mais les changements technologiques consistent en la création des effets externes et les gens vont être impactés sur la façon dont on utilise l'intelligence artificielle ou d'autres sortes de connaissances et la transition énergétique, c'est ça. Il n'y a rien sur le système du marché qui est laissé à lui-même et qui va donc dire que la technologie verte, c'est meilleur pour le climat. Donc, par conséquent, on doit mettre notre énergie là-dedans. Donc, plus particulièrement avec des grandes sociétés pétrolifères aux États-Unis, en France ou en Europe, vont inciter à une consommation d'énergie fossile. Donc, ce principe, en général, est abandonné, est extrêmement abordant, plutôt. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle parce qu'on ne peut pas juste réfléchir et se dire que tout va bien se passer. Mais en fait, ça nous responsabilise parce que c'est à nous qui allons déterminer ce que nous allons faire pour le climat. Deuxième point. Eh bien, actuellement, il existe beaucoup on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et également, on parle beaucoup de la technologie, mais c'est totalement improductif. Donc, je ne comprends pas j'ai pas bien compris la vidéo, mais parce que mon français n'est pas suffisant pour le faire, mais je pense que l'optimisme technologique avec l'intelligence artificielle ou le climat, ça c'est notre ennemi le plus redoutable parce que c'est essentiellement une façon pour nous de ne pas intervenir, plus particulièrement qu'il y a vraiment des choix importants qui sont problématiques. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, cet optimisme, c'est ce qui a permis à l'industrie américaine et également d'autres endroits également de devenir déréglementée et assumer beaucoup de pouvoir. Et ceci s'est fait. Et ceci a été amplifié, magnifié avec l'avance, avec McKinsey, Goldman Sachs. Vous avez des articles dans le New York Times, Economist, qui nous disent que l'intelligence artificielle va transformer nos vies et vraiment exagère les choses. Goldman Sachs et McKinsey en particulier pensent que lors des 10 années prochaines, le revenu par habitant va croître de 2 ou 3% par année. Ce qui, si vous y réfléchissez pendant 2 minutes, ce n'est pas... C'est totalement impossible. La plupart des choses que l'intelligence artificielle générative peut faire, c'est avoir une fraction très petite de l'économie. Donc, quelle que soit son évolution, ça ne va pas avoir un grand impact. Mais on en parle beaucoup. Mais il y a des questions là qu'il faut traiter, qui sont très importantes. Troisièmement, je pense que la discussion sur l'intelligence artificielle doit commencer par faire une distinction importante sur ce que c'est, sur ce qu'elle peut réussir, et également en mettant en exergue. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi dans l'industrie, mais il y a de la bonne intelligence artificielle et de la mauvaise. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Eh bien, ce n'est rien d'autre que un système d'information. En d'autres termes, c'est la technologie de l'information par excellence. Sa capacité, c'est de traiter des informations énormes et de les résumer ou de filtrer les parties les plus significatives. Et l'ironie de notre phase actuellement, c'est que l'information est abandonné, car tout ce que vous voulez se trouve sur Internet, mais les informations utiles sont rarement trouvées. Si vous avez vraiment besoin d'avoir une connaissance pour pouvoir effectuer quelque chose, si par exemple le système électrique ne fonctionne pas dans votre maison, eh bien, vous voudriez avoir les informations tout de suite sur Internet, vous n'allez pas trouver. Si vous êtes un électricien moyen, eh bien, même vous n'allez pas trouver la solution à tous les problèmes que vous avez, parce que vous avez une technologie qui ne cesse de changer. Si vous regardez le réseau électrique, vous aurez
vous aurez besoin, donc l'intelligence artificielle de bonne qualité, c'est ce qui va responsabiliser les ouvriers pour prendre de meilleures décisions et pour effectuer des tâches plus compliquées. Un électricien moyen peut donc réparer plus facilement ses équipements et donc sera donc plus performant et également traitera des tâches plus complexes et sera plus facilement formé pour des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et ceci potentiellement va augmenter son revenu ainsi que sa contribution à la société. Et dans le domaine de la communication et de la démocratie, c'est la même chose. C'est un outil d'information. Les gens vont écrire sur Internet et dans les réseaux sociaux, mais on sait très bien ce dont il parlait, c'est une réalité et ça devient une réalité encore plus importante avec l'AI. Vous pouvez utiliser l'AI, donc c'est une façon de former des nouvelles plateformes pour que les gens prennent contrôle de leur communication, de leur information. Ils seront donc moins manipulés. Vous voulez des preuves de ceci? Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de startups américaines qui le font, mais également à Taïwan, selon leur expérience, eh bien, c'est l'illustration parfaite de le leadership du président ou du Premier ministre qui a juste élu il y a 5 ans. Eh bien, Taïwan a introduit une série de nouvelles plateformes qui sont utilisées avec l'AI, de sorte que les données gouvernementales pouvaient être utilisées par les gens et connues par tout le monde. Et donc, ceci a permis aux gens de faire des recommandations et des propositions qui ont permis, ceci a permis de bloquer un certain nombre de deals qui étaient sur la table. Et ceci a criminalisé aussi l'utilisation d'informations de manière manipulative parce que ici, les choses, car vous savez très bien si l'information a été manipulée ou pas. Et on en connaît l'origine. Donc, l'AI, ça peut être un outil qui permettra aux gens de prendre le contrôle de leur communication. Et donc, c'est un outil démocratique. Mais il y a également l'AI de mauvaise qualité, c'est-à-dire mauvaise. Une intelligence artificielle qui va déresponsabiliser les gens et qui est utilisé donc de manière excessive pour une automatisation qui va augmenter les inégalités, qui va monopoliser les données dans les mains de quelques sociétés qui vont traiter ces données. Il va y avoir une monétisation de ceci à travers les applications avec une continuation donc de ce que nous avons vu avec les réseaux sociaux et donc clairement ceci est antidémocratique et c'est également inégalitaire. Donc, si on met les deux choses ensemble, comme je l'ai dit, eh bien, c'est que nous avons un choix. Il y a la bonne intelligence artificielle et la mauvaise. Il faut faire les bons choix. Donc, les choix sont très importants. Et je mets l'accent sur le battage publicitaire que l'on fait à ce sujet est très important parce que cet optimisme nous convainc que nous n'avons rien, que les choses se sont déjà passées, qu'on n'a plus besoin de nous et que donc ça va tellement vite que les choix ne sont plus pour nous. Mais moi, ce que je pense, c'est que nous avons le choix. Mais malheureusement, nous allons dans la mauvaise direction. La grande majorité des experts aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, pensent que vont vers la mauvaise intelligence artificielle. Toutes les mauvaises choses dont j'ai parlé, quand on peut utiliser, par exemple, les électriciens plus productifs, si vous pensez que vous pouvez avoir tort ou avoir raison, mais si vous pensez que ce que je fais, c'est que nous avons un potentiel. Et ce que nous faisons, eh bien, nous faisons nos meilleurs efforts pour... En fait, on est en train de détruire le potentiel. Donc, les sociétés tech sont potentialisées par deux modèles depuis 25 ou 30 ans et avec une idéologie. Et ce qui nous amène à la mauvaise l'intelligence artificielle avec des grandes sociétés qui monopolisent et qui utilisent, qui créent donc des outils qui vont être utilisés par d'autres grandes sociétés. Et quelle est cette idéologie de l'intelligence artificielle? Eh bien, ceci peut se remonter à Turing, mais
ce sont des notions assez incroyables. On pense que l'AI va être capable de tout faire. Et donc, on va pouvoir mettre l'humain de côté. Mais à ce moment-là, vous avez donc une force qui est idéologique et tirée par le profit où vous connectez les données d'une manière oligarchique pour les sociétés. Ils utilisent donc ces données afin de créer les outils qui vont mettre de côté les êtres humains et on ne va pas essayer de les rendre plus productifs. Et ils vont utiliser cette information pour manipuler les humains, pour attirer leur attention, avoir quelque chose d'émotionnel afin de pouvoir monopoliser donc, et monétiser ces données. Donc la collecte des données est inacceptable parce que les êtres humains ne sont pas intéressés, pas assez importants. C'est juste une source de données, alors que il n'y a rien à ajouter ici. Il n'y a rien d'inévitable sur ces deux choses. Ces business models ne sont pas les seuls. Le système des marchés est encore plus malléable que la technologie. On peut créer des modèles à plus long terme. Et bien des pionniers de la technologie pensaient cela. Et tout d'abord, pour les mainframes, puis pour les microchips, puces, plus pour le développement de l'Internet des logiciels. Tout ceci il devait s'agir d'outils décentralisés. Ils étaient très naïfs pour décentraliser ces outils. Les pionniers de la révolution des ordinateurs, eh bien, IBM ne comprenait pas la technologie. Ils ont monopolisé la technologie. Si on pouvait libérer la technologie du monopole d'IBM, ce serait mieux pour les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Et ces sociétés sont devenues beaucoup plus monopolisantes avec Microsoft, Apple. Donc, il n'y avait rien d'inévitable à ce sujet. Et mon cinquième point, c'est qu'il n'y a encore rien d'inévitable. Ce n'est pas trop tard. Et tout ce battage publicitaire nous paraît... mais on pense que les grandes décisions ont été déjà prises. Et on pense qu'il y aura donc des robots qui vont nous tuer ou avec une intelligence supérieure, et nous allons tous donc être sous cette influence. Et nous aurons tous notre type de planète. Ça, c'est le type mais je pense que ce n'est pas trop tard pour réagir. Juste comme pour le climat, vous pouvez diriger la technologie. Il y a 20 ans, on aurait pu parler... qui aurait parlé de la crise avec le climat? Mais les données étaient là depuis plus de 20 ans. Et depuis les années 90, on le savait très bien qu'il y aurait. Mais il y a 20 ans, si vous aviez eu ce type de discussion sur le climat, ceci eût été futile parce que aucune alternative n'existait à l'énergie fossile, et qui était vraiment efficace à l'époque. Ce n'était pas possible. Donc la transition ne pouvait pas se faire. Et arrêter l'énergie fossile n'était pas possible à ce moment-là, et réduire notre consommation d'énergie dans le monde dans les années 90 n'aurait pas été acceptable. Mais vous savez, aujourd'hui, en dépit de ce que Christian a dit, et il a tout à fait raison, je suis d'accord dans le domaine de l'aviation aussi, les renouvelables, c'est encore très cher, mais l'électricité, eh bien, c'est moins cher que l'énergie fossile, parce que un certain nombre de politiciens, avec un soutien des démocrates, ont changé en fonction de l'opinion. Et maintenant qu'on commence à subventionner des innovations vertes, et comment on pourrait utiliser donc, et même il y a un soutien pour l'énergie renouvelable, avec une grande capacité en Chine pour les panneaux solaires qui vont augmenter l'efficacité de la production, ainsi qu'avec de nouvelles technologies qui viennent des États-Unis et d'Europe. Et donc, dans 10 ans, ceci est devenu très compétitif. Donc, c'est la même chose également pour l'avenir des renouvelables. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour rendre les choses encore plus compétitives dans 10 à 15 ans, mais ceci ne va pas se produire avec... Et ceci est vrai pour l'intelligence artificielle. Il y a un gros potentiel. Mais dans les deux cas, dans la démocratie, c'est critique, parce qu'il va falloir faire en sorte que ces décisions soient prises de manière démocratique. Pourquoi? Eh bien, parce que le système du marché laissé à lui-même donne pas de garantie que les bons choix vont être faits. Et donc, le système, avec des sociétés historiques, ne voudront pas changer. Donc,
présenteront les mauvaises incitations. Et ce sont les grands producteurs d'énergie qui sont les opérateurs historiques. Et donc ce débat sur l'AI également est très important parce qu'il est lié donc au thème de cette conférence, de cette série de conférences. Et en fait, qu'est-ce que c'est le bien commun? Le bien commun, ce n'est pas simplement augmenter notre capacité de production. Je pense que le bien commun, c'est également une notion qui est de manière inhérente liée à la responsabilisation des gens. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas cohérent avec la vue selon laquelle Elon Musk ou Wirtzenberg vont prendre toutes les décisions. Pour l'ensemble, pour les millions de personnes que nous sommes. Donc, que les vies vont donc être façonnées par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup il y a également des gens qui souffrent de la technologie de la surveillance qui sont exportées dans ces régimes dictatoriaux. Donc, la bonne vie, c'est que il faut que les gens soient responsabilisés dans le processus de production, mais il faut avoir des agents au niveau des choix économiques et sociétaux. Donc, je crois que la discussion et les choix concernant cette intelligence artificielle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut faire cette discussion. Merci. Thank you very much, Daron, for... Merci beaucoup de nous avoir rappelé que le bien commun ne se mesure pas au seul PIB. Il y a beaucoup d'autres dimensions qu'il convient de prendre en compte. Effectivement, très souvent, on oublie de mesurer le bien commun. Philippe, partagez-vous le message de Daron quant à l'intelligence artificielle? En fait, il me reste à tenir le rôle de l'optimiste. Mais dans la vie, en réalité, moi, je continue à utiliser ces cahiers. Lui est beaucoup plus équipé par des moyens sophistiqués. Je ne sais pas vraiment comment utiliser mon portable. Les frontières technologiques je suis imperméable. Donc, il est beaucoup plus optimiste en termes de technologie que je ne le suis. Néanmoins, on m'a confié le rôle de l'optimiste, alors je vais tenter. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le pessimiste. Ainsi, Robert Doudna qui vous dit que les grandes innovations ont déjà été faites. La résolution de moteurs à vapeur, de l'électricité, c'était formidable. Et ensuite, l'IT, l'informatique, c'est pas vraiment aussi intéressant que cela. Et vous avez tout ce qu'on a fait à notre disposition, on l'a déjà dans notre poche. Maintenant, il faut être plus ambitieux, aller rechercher ce qu'il y a en haut de l'arbre. Et un article dont les co-auteurs me sont connus, d'ailleurs, je vais rechercher. Mais sur un point particulier, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, les auteurs, l'équipe de co-auteurs, chacun est un de mes co-auteurs. Je les apprécie beaucoup, je les tiens en grande estime, mais ils, discutent en fonction de la technologie. Je prends un exemple. Ils vont vous dire, vous savez que chaque, je crois, 18 ans, vous doublez le nombre de chips de transistors. Maintenant, il faut beaucoup plus de chercheurs à l'heure actuelle pour doubler le nombre de transistors par rapport au passé. Ça vous montre que si vraiment on s'aventure sur un secteur particulier, c'est de plus en plus difficile à trouver. Lorsque cet article est sorti, je les apprécie beaucoup. Ce sont des super auteurs. Je vous recommande la lecture de cet article, d'ailleurs, mais je pose une question. Peut-être que ce chip est bien meilleur que ce était auparavant et qu'il a beaucoup plus de capacité. Donc, en fait, il faut réfléchir à la qualité de la chip. Et peut-être qu'ils ne sont pas aussi difficiles que cela à obtenir. Par ailleurs, il est important à un moment de multiplier le nombre de transistors par chip. Mais maintenant, c'est plus la peine. Pas nécessaire de les doubler pour augmenter la force de calcul. Il suffit de réagencer les pièces du transistor. Il ne s'agit pas de doubler le nombre de transistors, mais de les aménager d'une autre façon. Alors, si vous faites les deux choses à la fois, peut-être que vous parviendrez à une conclusion différente. Lorsque vous faites intervenir le facteur qualité, peut-être
vous aurez une autre opinion. L'intelligence artificielle, on a eu tout un débat. Certains estiment que l'IA, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors, certains savent que je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que ce sera... ça ira plus que 0,01, mais qu'on ne sera pas à 3% de croissance de plus. Maintenant, la décroissance. Certains vont vous dire que la seule façon, la seule issue pour combattre le changement climatique, c'est de s'orienter vers une croissance négative. C'est déjà le cas dans plusieurs régions au moment de l'épidémie Covid. Il y a 4 ans de cela, on n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'on s'oriente vers la décroissance, puisque on n'a pas pu sortir. Donc, est-ce que vous voulez être en permanence cloîtré comme nous l'avons été à l'époque? Non, mais la décroissance, on le connaît, on sait très bien ce que c'est pour certains pays. Ça a été tragique, cette expérience, parce que ça les empêchait de se développer. La mortalité a augmenté, il y a eu des famines. Est-ce que c'est cela que l'on souhaite? Personnellement, je pense que je ne suis pas un pessimiste au plan technologique. Je vois bien qu'il y a des possibilités. Le problème est plutôt institutionnel. Là, je confirme ce que nous a dit Darren. Blue Metal, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, ce qu'on dit à propos des transistors de la chip, il faut refaire l'analyse et peut-être que vous ne constaterez pas que c'est plus difficile à trouver. À propos de l'intelligence artificielle, il y a une étude fort intéressante qu'on te dit à Prudhomme et son équipe, disant qu'une entreprise de Forbes 500 qui conseille les petites entreprises sur la question de savoir quel est le logiciel qu'ils doivent adopter. En général, lorsque pour une petite à moyenne entreprise appelle cette entreprise, il atteint un employé philippine. Est-ce qu'il a accès à ChatGPT ou pas? On a constaté quoi? Que ça augmente considérablement la productivité. Le fait d'avoir accès à ChatGPT augmente la productivité des employés de la firme. On dit ça c'est au plan micro. Au plan macro, on pourrait extrapoler pour l'électricité, où on peut extrapoler à partir de la révolution informatique. Autre méthode qui a été évoquée par Darren, il invoque le modèle d'Alspace pour estimer l'effet de l'intelligence artificielle sur les PLB. Il va falloir dans quelle mesure la porte de ceux qui sont exposés, les économies qui peuvent être réalisées du fait qu'ils sont exposés à l'intelligence artificielle. Il s'avère qu'on peut avoir un point de vue tout à fait pessimiste, mais pour certains composants, on peut être plus ou moins optimiste. D'ailleurs, on lui dit 0,050. Moi, c'est comme cela. Donc, on peut discuter des chiffres. C'est pas ça qui est important. C'est l'extrapolation. C'est certainement pas 3%. C'est pas 3%, ce serait 0,5. Donc, l'AI a bien sûr un potentiel de croissance, mais en outre, l'IA, automatise la production de biens et de services, et également la production d'idées. Alors pourquoi est-ce qu'il encourage la promotion, la création d'idées? Parce que ça permet de trouver des solutions à des problèmes complexes. L'intelligence artificielle facilite l'apprentissage. Il peut devenir un facteur d'amélioration de la technologie de l'évolution. C'est pas simplement qu'il encourage la production de biens et de services. C'est la même chose pour la production d'idées. Et en tant que tel, on peut dire que ça peut être une source de croissance permanente. Pour l'instant, les études sur l'intelligence n'ont pas n'ont pas cherché à savoir quel était le gain en termes de production d'idées. Ils se sont contentés de voir quel était le concern sur la production de biens, d'équipements ou autres. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec tous les aspects du Blue Meter. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'avec l'IA, tout doit être plus facile à obtenir. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore essayé ou réussi à quantifier. Voilà pour l'IA. Je retrouve mes feuilles. Blue Metal, je ne suis pas d'accord. L'AI, d'accord, mais on sous-estime le potentiel de croissance qu'il représente. La décroissance, Darren vous a déjà apporté la réponse.
on n'est pas encore prêt pour la décroissance parce qu'on peut encore avoir l'innovation verte, c'est-à-dire l'innovation qui nous permettra de trouver de nouvelles sources d'énergie, d'avoir une énergie à moindre coût. C'est également l'innovation par l'adaptation. On peut avoir des systèmes de climatisation qui consomment moins d'énergie, qui reviennent moins cher. Il y a même des gens qui sont en train de travailler à des technologies de l'aération pour refroidir l'air. Il y a un article là-dessus. Il y a des gens qui recherchent, essaient non pas simplement d'atténuer la température, mais de l'atténuer. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Le problème, c'est que, et puis également au plan sur les fondamentaux, pour répondre et réagir à la décroissance, notre réponse, et c'est là-dessus que je suis en train de travailler avec mes collaborateurs, mes chercheurs, c'est la chose suivante. Les gens deviennent de plus en plus riches. Ils recherchent plutôt la qualité que la quantité. Par exemple, vous allez dans un grand restaurant, ça vous coûte très cher. C'est pas une plus grande quantité, c'est tous les services associés qui. Les gens s'orientent de plus en plus vers la qualité plutôt que la quantité. La qualité, bien sûr, ça exige beaucoup d'éléments de service. La qualité, on ne sait pas comment la mesurer. Est-ce que c'est une question de croissance de PIB? Ça ne permet pas de refléter l'augmentation de la qualité. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut pousser, que l'on peut encourager. S'il y a une plus grande demande de qualité par rapport à la quantité, du fait de l'innovation des services contrôle sur le marché, ça peut pouvoir croître et on peut s'orienter vers l'amélioration de la qualité et non pas de la quantité. Alors, je ne suis pas favorable à la décroissance, mais nous aussi, on veut plus de qualité. Vous nous dites que la croissance du PIB ne doit pas devenir une obsession. Vous avez raison dans un sens, parce qu'il faut vraiment aller dans la direction que j'indique, c'est-à-dire plus de qualité plutôt que plus de quantité. C'est pas ça la croissance. Alors on peut après une décroissance endogène. Ça vous paraître un peu paradoxal. Mais c'est cette idée que l'innovation peut être orientée vers le vert et l'État peut l'encourager à aller dans cette direction. Alors, au total, mon message, c'est que moi, je suis un optimiste en termes de technologie. Je ne pense pas au blue metal. Je crois que l'IA a un potentiel important qu'on a tendance à sous-estimer, technologiquement parlant. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités d'innovation verte qui s'écartent de la quantité pour se rapprocher du facteur qualité. Les grands problèmes sont de nature institutionnelle. Je vais les passer en revue. Primo, intelligence artificielle. On a vu la révolution informatique entre 85 et 2005. Il y a eu vraiment une augmentation, une poussée de l'information technologique, parce qu'au cours de cette révolution, on a vu l'émergence de superstars, les Google, Amazon, Walmart et autres, et qui, bien sûr, étaient beaucoup plus productifs que les autres. C'est eux qui ont impulsé la croissance. Ils ont fait partie de ce boost. Mais ce qui se passe, c'est à coup de fusion-acquisition, qu'ils ont pratiqué de façon abusive, ils se sont retrouvés en train de décourager l'innovation. Et c'est là qu'on a commencé à avoir une chute, parce que la concurrence, bien sûr, ne s'est pas adaptée à la révolution informatique. Même chose avec l'IA. En fait, c'est encore pire, parce que les grandes compagnies, ils sont déjà présents sur place, surtout au segment supérieur de la chaîne de valeur, le cloud, etc. Il y a déjà les superstars. Et le problème avec l'IA, pour moi, c'est pas tant les limites technologiques, c'est le fait que les institutions ne sont pas adaptées. Si vous ne réformez pas la politique de concurrence, au lieu de devenir un encouragement à la croissance, l'IA viendra une entrave à la croissance. D'où la nécessité de modifier nos politiques en termes d'information. Et c'est pour ça j'ai proposé à Macron au mois de mars, j'ai encourager tout ce qui est open source,
intégrer la totalité de la chaîne de valeur, mener à bien des politiques de concurrence beaucoup plus motivantes. Un des collègues de Berkeley qui dit la politique de concurrence se cantonne aux limites du marché et ne cherche pas à voir si la fusion-acquisition va entraver votre innovation. Il faut réformer tout cela de façon à ce que l'IA puisse vraiment nous apporter ce potentiel de croissance. Idem pour le vert. Il y a beaucoup d'innovations vertes possibles. Le problème, c'est que les fermes, les sociétés qui ont beaucoup innové, des technologies sales, continuent d'investir là. Ils sont réticents parce que ça leur revient trop cher de passer à l'innovation verte. Et c'est pour ça qu'on a besoin que la société civile et l'État viennent réorienter cet effort, s'écartent de l'innovation, taxes carbone, l'IRA. Alors, je ne suis pas à 100% d'accord avec l'IRA, mais il faudrait en faire un peu plus en Europe. Et la société civile, grâce à un certain nombre, une équipe, ont montré le rôle important que les consommateurs eux-mêmes peuvent jouer. Et que les consommateurs, s'ils demandent plus de verre, encourageraient les groupes à fournir plus de verre. Il faut donc réorienter l'innovation, aller de plus en plus vers le verre. Vous voyez que personnellement, j'estime que la technologie a beaucoup de possibilités. Le problème, bien sûr, c'est qu'en Europe, on n'est pas vraiment fort pour faire des innovations qui modifient complètement. Vous me donnez combien de temps? Un rapport très intéressant qui explique qu'en Europe, on ne fait pas de grandes percées. On n'a pas les venture capital, on n'a pas d'investisseurs institutionnels dignes de ce nom, un système qui nous permette vraiment de faire la percée, breakthrough, comme c'est le cas en Chine et aux États-Unis. C'est ça le problème. Il faut vraiment que nous mettions en place des institutions qui nous permettent de performer de façon à ce qu'on puisse utiliser l'IA qui a un potentiel en termes de création d'emplois, mais il faudra adapter les politiques, en particulier d'éducation et d'enseignement, de façon à ce que l'IA puisse créer des emplois. Parce que l'intelligence fait quelque chose qui a été mis en exergue par Daron, c'est parce qu'elle augmente votre productivité. Et ce faisant, vous augmentez votre part de marché dans le monde entier. Ça augmente la demande d'emploi. Alors bien sûr, l'IA en soi ne va pas augmenter le nombre de jobs mais il a le potentiel de créer des emplois, d'autant plus que vous aurez acquis une bonne formation et que vous aurez les bonnes politiques de marché. Donc, au total, avec la technologie, on peut faire beaucoup de choses. Encore faut-il investir et se doter d'un environnement institutionnel. Ainsi, le rapport sur l'IA, on a recommandé plus de concurrence, mais également des politiques industrielles dignes de ce nom qui puissent encourager, renforcer la diffusion de l'IA par l'économie. Alors, je pense qu'en fin d'analyse, on n'est pas aussi en désaccord que cela. J'ai écrit un article avec ACME Global Body, où on a parlé des institutions non appropriées. Le problème, c'est pas la technologie, c'est que la technologie, ce sont le résitoire conjoint des institutions, de la technologie, de la politique en termes de concurrence. Si elles ne s'abattent pas non plus, à ce moment-là, ça va se terminer mal. Mais si, au contraire, vous adaptez les politiques institutionnelles, vous obtiendrez, vous pourrez retirer beaucoup de cette IA que nous sommes en train de faire. Alors, nous sommes effectivement en désaccord, mais je ne pense pas que nous soyons totalement opposés dans nos présuppositions. Merci. Je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je suis impressionnée par votre optimisme. Il est vrai que peut-on s'attendre à ce que cette révolution verte advienne ou pas? Est-ce qu'on peut attendre ou est-ce qu'il faut prendre des mesures immédiatement? Est-ce que vous êtes favorable à la sobriété? C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'on atteigne le niveau des technologies vertes qui soient rentables. Non, je ne veux pas monétiser le discours.
c'est ça aussi, il faut un changement de comportement, qu'on devienne plus sobre, effectivement. Je ne sais que... Alors moi, je suis beaucoup plus vigilant, je veille à ne pas trop gaspiller, pas trop jeter de choses. Je crois que il faut effectivement qu'on comporte qu'on adapte nos comportements. Il faut se réorganiser, atténuer au changement climatique, améliorer. Je crois qu'on a des solutions. On peut essayer, il faut essayer dès maintenant, sans attendre. Vous avez tous les deux insisté sur l'importance de la réglementation, c'est-à-dire l'État doit être fort et veiller à protéger le marché. Alors, quel est le lien qu'on peut faire entre la démocratie libérale, et vous savez que nombreux sont ceux qui estiment qu'il faudrait sortir des démocraties libérales parce qu'elle n'a pas réussi à éviter les problèmes. Alors, quel encouragement, quelles sont les transformations de la société qui nous permettraient de confronter les problèmes que nous n'avons pas encore réussi à éviter? Merci, Christian. La question est bonne. Est-ce que vous me permettez de commencer par la question que vous m'avez adressée et ensuite je poursuivrai? Je crois que Philippe l'a dit, mais je voudrais expliciter ses propos. Les articles que Philippe et moi avons rédigés, celle à laquelle nous avons fait allusion, font une prédiction très vite. Lorsque, à un moment donné, il faudra être beaucoup plus agressif dans ce que vous faites, parce que vous essayez de faire, c'est d'éviter que les mauvaises technologies se consolident, ce qui implique que si sous cet angle-là que vous voyez les choses, ce qui est ma façon d'envisager la situation, il s'agit d'être beaucoup plus proactive et très, très rapide. Soutenir l'innovation dans les renouvelables pour s'assurer qu'elle ne soit pas, préemptée par les compagnies d'énergie. Regardez aux États-Unis, qui a des résultats supérieurs à ceux de l'Europe sur ce plan, qui est à l'origine qui subventionne ces emblèmes. Ce sont les grands pétroliers, parce que ils ont pratiqué une politique d'exemption, d'exonération, carve-out, faisant la capture du carbone. Il n'y a aucune preuve comme ça ce soit rentable, mais la capture du carbone, bien sûr, leur permet de poursuivre leur politique à base de fossiles. Donc ça, il faut l'éviter. Il faut vraiment mettre fin à cette pratique de voir les grandes compagnies pétrolières décider pour leur compte. Et je crois que c'est une des réponses à votre question. Il est vrai qu'il arrive à la Chine d'être plus rapide, de réagir plus rapidement. Mais des gouvernements démocratiques, finalement, sont là. Constitue la meilleure façon de s'assurer que ce soit dans l'intérêt des gens. Alors peut-être que la Chine réagit très rapidement et encourage les producteurs de panneaux solaires. Mais lorsque les panneaux solaires ne seront plus la technologie du jour, la Chine continuera à les soutenir parce que le gouvernement est beaucoup plus facile le gouvernement capte beaucoup plus facile les intérêts particuliers, individuels. La Chine, finalement, est un acteur phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il s'aventure sur le domaine de la technologie de la surveillance. Beaucoup des investissements faits en Chine sont dans ce domaine, la surveillance, et ce ne sont pas les technologies que nous souhaitons avoir chez nous. C'est la partie sombre de l'intelligence artificielle. Donc, je crois que ça doit encourager à mieux utiliser la technologie. Mais le problème, c'est que la démocratie elle-même est influencée par la technologie. Regardez à quelle manière nous sommes tributaires, dépendants des médias. Et on parle des chambres d'écho. Vous savez que les citoyens vont être de plus en plus influençables. L'IA sera partout. Donc, c'est vraiment la fuite par le bas, le race to the bottom. La course au moins offrant. Alors, j'ai évoqué l'un de vos derniers livres
Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Un article, un livre très intéressant. Une question que je vous adresse à tous. Que pensez-vous de la situation actuelle de taxer, imposer les voitures électroniques fabriquées en Chine? Ça a déjà été tranché aux États-Unis avec cette taxe à la frontière. Est-ce 35% pour l'Europe ou 30% pour l'Europe? Est-ce que ça vous paraît suffisant comme montant de taxes pour des gouvernements non démocratiques? Ça viendrait forcément difformer, fausser la concurrence. Alors, il faut toujours être très vigilant lorsqu'on a recours au protectionnisme. Bon, ça, c'est du protectionnisme. L'un des effets négatifs de la protection, c'est que vous réduisez le marché potentiel de votre innovation parce que certains massiers ne pourront pas accueillir vos produits. Et puis, ça réduit la concurrence. Et puis, on sait que les échanges commerciaux, bien sûr, il y a un effet de spillover, de débordement. Il faut vraiment être extrêmement précautionneux. Mais par ailleurs, lorsque vous mettez en œuvre ces politiques, ils doivent être justifiés. Par exemple, c'est vrai, la Chine n'a pas joué le jeu avec l'OMC. Il a fallu renégocier les accords avec l'OMC, mais toutes ce sont des décisions, elles sont prises en dehors de l'OMC. L'OMC n'existe même plus. C'est pour ça qu'il faut un cadre qui permette à l'OMC de faire son travail. Maintenant, ça prend un profil électoral. Ça m'inquiète. Je crains que ça puisse avoir des causes électorales. Autre chose que je tiens à dire, moi, je me disais autrefois qu'au fur et à mesure que les gens se développent, les pays se développent, ils vont s'orienter vers la qualité. Attention là, parce que si on arrête le développement de la Chine en imposant des politiques très protectionnistes, on va ralentir la transition des consommateurs de la Chine, dont on voudrait qu'ils s'orientent vers la qualité plutôt de la qualité. C'est pas qu'on ne veut pas qu'ils se développent, on ne veut pas pour autant qu'ils deviennent une puissance militaire qui vienne nous menacer. On ne veut pas qu'ils jouent les règles de l'OMC, mais je suis plus proche de Kissinger qui disait finalement sur ce qui relève de la défense, il faut se méfier de la Chine, mais on ne veut pas qu'ils arrêtent le développement purement et simplement. Ça pourrait fort bien de se retourner contre nous, des éléments qu'on a intérêt à jouer ensemble, comme le climat. Alors, je ne dis pas que ce soit la bonne option, et moi, je suis toujours très vigilant. Je travaille comme la Daronne. On estime que lorsqu'on ouvre le commerce, peut-être certains vont se retrouver dans des paradis de pollution. Donc, finalement, c'est un autre instrument possible. Il faut toujours être très vigilant à la façon dont on met en œuvre les taxes. Ça peut déboucher sur un protectionniste. Moi, je ne suis pas favorable au protectionnisme d'une façon générale. Pour moi, le bonheur heuristique, si Kissinger est pour quelque chose, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit contre, en gros. C'est ça ma méthode. Je crois qu'il est indispensable que l'Europe, la Chine et les États-Unis trouvent le moyen de coopérer à la cause du changement climatique. Maintenant, je crois qu'il y a deux arguments très solides qui puissent vouloir taxer, imposer les voitures électriques, taxe sur le carbone, ça c'est très important. Je crois que les États-Unis ne peuvent pas vraiment, ne vont pas apprécier, mais pour l'Europe c'est essentiel. Je crois que l'Europe doit être là un argument massu. Ces tarifs douaniers, bien sûr, ils sont rentables. Vous n'imposez pas vos fournisseurs alors que vous imposez ça à l'extérieur, mais c'est droit de douane. Si vous n'avez pas de droit de douane sur le carbone, plus j'impose un secteur qui pollue, plus ça fournit une incitation aux autres pays de ne pas le faire. C'est un credo pour leurs opinions. Mais si vous avez des barrières tarifaires, plus vous imposez, plus ils vont rétorquer de la même façon. Sinon, c'est un manque à gagner pour eux.
Alors, les tarifs, les taxes imposées au carbone, ça me paraît tout à fait légitime. Mais on peut aller au-delà des droits douanes imposés aux produits qui sont fabriqués, qui représentent une charge pour le climat. Le centre de gravité des panneaux solaires, des voitures électriques, c'est la Chine. On veut que l'innovation, bien sûr, se déroule dans de nombreux pays différents. On veut vraiment pouvoir... la Chine, elle subventionne déjà ce marché des voitures électriques. Et donc, je pense qu'au plan économique, au plan de la sécurité, c'est un argument très fort qui doit permettre à l'Europe et aux États-Unis de reprendre, de faire venir la production, reprendre la main sur les véhicules électriques. Je ne pense pas que nous ayons suffisamment de temps pour accueillir d'autres questions. Je vous remercie pour cette discussion fort intéressante, tant le pessimiste que l'optimiste. J'en retire le message suivant. L'innovation fait partie de la solution. Pour que l'innovation soit celle que l'on souhaite, il faut que l'État soit assez fort pour réorienter, et la société civile, effectivement. Et puis, il faut également passer à l'acte immédiatement. Il faut que les protagonistes investissent dans le bon sens, car on ne peut pas s'offrir le luxe d'attendre que tout ceci mûrisse. Il faut agir en toute sobriété pour vraiment se montrer responsable vis-à-vis des générations à venir. C'est la fin de la deuxième partie de ce 4e sommet. Le dernier, 3e, aura lieu ici même à 9 h demain matin. J'espère vous y retrouver. Bonsoir.